Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, la science moderne s'est construite sur la démonstration, la mesure, la preuve reproductible. Elle élargit la compréhension du monde, elle repose certaines des limites au fur et à mesure du savoir humain. Mais une question demeure toujours intacte. La connaissance démontrable suffit-elle à répondre à notre besoin de sens? Depuis des millénaires, des traditions philosophiques, spirituelles, notamment dans les religions abrahamiques, ont tenté de formuler une réponse à cette même interrogation. D'où venons-nous? Pourquoi existons-nous? Quelle place occupons-nous dans l'ordre du monde? Faut-il opposer la rigueur scientifique à l'intuition, le raisonnement analytique au mysticisme? Où existe-t-il aujourd'hui des passerelles, des continuités discrètes entre les découvertes contemporaines et les intuitions plus anciennes? Nous en parlons ce matin de 10h à midi. Si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas. Nous resterons joignables au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec un curieux, Jean Stone, qui est professeur affilié à l'UM6P, mais qui est philosophe des sciences, prospectiviste, qui est l'auteur entre autres du best-seller Notre existence a-t-elle un sens, dont le dernier ouvrage c'est La Grande Mutation, et qui a des sujets entre guillemets d'intérêt très très divers. Quand on cherche un sens à l'existence, on est amené entre guillemets à être sur différents sillons. Et de ce point de vue, ça va être notre sujet du jour. Ce matin, nous allons parler aussi des passerelles qui existent entre les connaissances récentes en matière scientifique et peut-être des intuitions plus anciennes. Bonjour. Bonjour. Alors, par quel bout prendre l'affaire? Parce que quand on cherche un sens à l'existence, je ne sais pas si il est des réponses collectives, il est des réponses toujours au singulier. Alors, la voie que je propose, c'est de partir de la raison et donc de la science et de regarder s'il y a justement des interactions, vous l'avez très bien dit tout à l'heure en introduction, des interactions avec les grandes traditions de l'humanité, avec les questions que l'humanité se pose. Je prendrai juste 2-3 exemples. Par exemple, les grandes traditions nous disent que l'univers n'existe pas par lui-même, mais qu'il y a un principe créateur derrière. Est-ce que la science peut montrer que c'est crédible? Les grandes traditions nous disent que l'homme n'est pas qu'un ensemble de neurones, que la conscience humaine est immortelle, que nous avons une âme créée par Dieu. Est-ce que les neurosciences peuvent donner une crédibilité ou au contraire rejeter ce genre d'idées? Voyez-vous? Oui. Et là, nous également, vous voyez, ce genre de oui. sujet, ce sont des questions frontières où justement la science et les traditions peuvent dialoguer, et c'est dans cet espace de frontières où se situe une partie de mes activités. Mais bien entendu, et d'ailleurs, ce sont des thématiques que vous abordez dans un colloque qui se tiendra. Oui, alors j'ai eu la chance de pouvoir donc créer depuis maintenant 3 ans un centre sciences et quête de sens à l'Africa Business School de l'université Mohamed VI Polytechnique, centre qui a comme une spécificité, c'est qu'il s'occupe des questions de sens aussi bien donc en sciences fondamentales que dans la société ou dans l'entreprise. Ce qu'en France, on ne pourrait pas faire, parce qu'en France, on traite, si vous voulez, l'entreprise le week-end et la spiritualité l'inverse. Pardon, l'entreprise en semaine, la spiritualité le week-end. Là, par exemple, fin mars, il y a un grand week-end au Grand Rex où je monte un colloque sur la science et la conscience et l'invisible, et c'est pas du tout accroché à l'entreprise. Alors qu'au Maroc, on peut faire depuis 3 ans, donc ce sera le 3e grand colloque que nous faisons avec mon ami et co-directeur du centre, Bruno Abdallah Guiderdoni, qui est un grand astrophysicien français, directeur de recherche CNRS, qui a dirigé l'Observatoire de Lyon, et justement parce que je n'aurais pas fait non plus ce centre sans une personnalité musulmane avec moi pour traiter de ces questions au Maroc. Mais dans la pratique, les plus grandes universités du monde organisent un certain nombre de thématiques qui sont entre guillemets similaires, c'est-à-dire qui essaient d'étudier ces passerelles qui peuvent exister entre la connaissance démontrable et les intuitions par lesquelles on a pu peut-être parvenir par d'autres moyens en des temps plus anciens. Alors sur ces passerelles-là, il y avait 2 interrogations par lesquelles vous évoquiez. Alors l'attrait principal de la science, c'est que c'est le chemin de la certitude. Et sur la quête de sens, ou sur effectivement l'existence potentielle de ce point de jonction entre la certitude et parfois l'expérience qui est cantonnée à la subjectivité, il y a un grand point d'interrogation que certains effectivement essaient d'explorer.
Oui, alors il faut se méfier. J'ai eu des amis comme le prix Nobel de physique Charles Townes, maintenant décédé, qui était très provocant sur ce sujet. Et il disait que la science et la religion sont beaucoup plus proches qu'on l'imagine, parce qu'il faut une foi pour faire de la science. Et ça, Einstein avait déjà vu. Il faut une foi, non pas en Dieu, mais il faut une foi en l'intelligibilité du monde. Oui. Si vous n'avez pas une foi dans le fait que le monde est intelligible et que donc le monde est rationnel, le monde pourrait être justement un pur chaos, le monde pourrait être incompréhensible, vous comprenez? Et ça, c'est déjà un présupposé pour faire de la science. C'est assez... il allait plus loin. Il disait, voilà, il y a des modèles, le modèle de Jésus, le modèle de Mahomet, le modèle de Moïse, et il y a des expériences spirituelles qui sont faites par des mystiques dans toutes les traditions qui justement justifient les modèles. Et donc la religion a aussi quelque chose avec un modèle et une expérience, comme la science, ce sont des modèles, la relativité générale par exemple, avec des expériences qui vont dans ce sens ou non. Donc c'est une façon provocante de dire que science et religion sont peut-être au plan épistémologique plus proches qu'on ne l'imagine. Mais surtout par rapport à la certitude, je voulais juste mentionner le théorème d'incertitude de la logique de Kurt Gödel qui est peu D'ailleurs, il y connu. avait des mots en commun. Bon, pour décrire des scientifiques, on parlait quelquefois de savants. Et pour ce qui est de connaisseurs, effectivement, dans les religions, ceux qui ont consacré une vie, on parle également de savants. Et c'est une... Oui, bien sûr, le philosophe, avant, le savant s'appelait un philosophe. Le mot savant n'existait pas. Il y a 1000 ans, on appelait tout ça des philosophes. Oui. Les savants, surtout les grands savants, Avicenne, Ibn Rushd, etc., étaient appelés des philosophes. Mais je disais qu'il existe un théorème d'incomplétude de la logique en mathématiques. Donc quand on parlait de certitude, il y a aussi de l'incertitude, si vous voulez. Oui, les gens ignorent que dans le domaine le plus, comment dire, le plus rationnel qui soit, celui des mathématiques, il existe un théorème. Alors, en gros, bien sûr. L'idée générale, si vous voulez, c'est un peu l'idée qui remonte au grec pour dire en une phrase très simple, si le barbier rase tous les hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes, qui rase le barbier? Alors, prenons la proposition. Le barbier rase tous les hommes. Oui, c'est le théorème c'est exactement. Mais le théorème de Gödel est une mathématisation et une généralisation de ce paradoxe. Donc pour le grand public, il vaut mieux expliquer le paradoxe qui vous dit que si le barbier se rase lui-même, eh bien il y a un problème puisqu'il rase tous les hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes. Et s'il ne se rase pas lui-même, il y a un problème puisqu'il doit raser tous les hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes. Vous voyez le problème. Alors voilà. Alors Gödel a montré que tout système logique, si vous voulez, contient une proposition de ce genre. Et ça, c'est tout à fait perturbant pour les gens qui sont dans la certitude et qui pensent que tout peut être décidé mathématiquement. Alors, en langage mathématique, c'est l'ensemble des ensembles qui ne se contiennent pas, se contiennent-ils? Et si la réponse est oui, eh bien, c'est non. Et si la réponse est non, eh bien, c'est oui. Tout à fait. C'est tout à fait ça, mais il y a une autre façon de le dire aussi, qui est peut-être encore plus intéressante. Tout système logique humain est soit complet, soit cohérent, mais pas les deux à la fois. C'est un corollaire du théorème de Gödel, c'est-à-dire que si un système est totalement cohérent, il est incomplet. C'est pour ça qu'on parle d'incomplétude. Et s'il est totalement complet, il est incohérent, ce qui est grave, si vous voulez, pour un système logique mathématique, voyez. Oui, mais ce théorème, effectivement, il est démontré, je crois, disons dans la première partie du XXe siècle. Oui, vers 1932, Gödel, oui, absolument. Et les incidences, on n'a pas fini de les mesurer, mais c'est ce que vous essayez, entre guillemets, d'explorer dans ce colloque-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de ce théorème? Nous faisons dans cette année, nous allons faire un colloque de l'évolution de l'univers et de la vie. Donc, on traite en fait l'astrophysique et on traite effectivement on traite l'astrophysique et l'évolution de la vie. Mais par contre, lors du premier colloque 2023, j'ai interviewé Grégory Chaitin, et ça se trouve sur le site YouTube de l'UM6P. Grégory Chaitin est un très grand mathématicien qui a fait une extension de ce théorème de Gödel
Et la conséquence, si vous voulez, de cela, c'est que on retrouve des idées philosophiques que la vérité est transcendante. C'est-à-dire qu'en fait, la vérité en mathématiques, ça paraît très, 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 très perturbant. La vérité en mathématiques est plus vaste que la démonstrabilité en mathématiques. Oui. Vous pouvez avoir des choses qui sont vraies, mais qui ne sont pas démontrables. Voilà. Oui. Et ça, c'est une première chose. Et ce que disait Grégory Chaitin en conclusion de toute une vie de recherche, dans cette interview que j'ai fait avec lui, donc en 2023, pendant notre premier grand colloque Science et quête de sens, il disait que le monde va de plus en plus vers l'idéalisme et que le monde va de plus en plus vers une sorte de mathématisation. En fait, la réalité du monde serait plus proche, derrière la matière qui nous paraît solide, serait plus proche d'une formule mathématique. La physique quantique le dit aussi très bien. L'année dernière, on a reçu le prix Nobel Bill Phillips, grand physicien quantique. La physique quantique nous dit aussi, on en parlera certainement, qu'il y a une dématérialisation de la matière, en quelque sorte, voyez-vous, et que donc les réalités, c'est plutôt des formules, c'est plutôt des rapports de nombres qu'un objet pur et dur. Alors voilà, c'est un peu complexe à comprendre, mais pour un croyant, c'est très intéressant parce que ça vous dit que finalement, voilà, il y a quelque chose derrière le monde dans lequel nous vivons. Oui, bon, alors quand je m'intéresse un peu à votre biographie, je reviens un peu à un aspect plus prosaïque et peut-être plus concret. Alors, diplômé en mathématiques, en informatique, en philosophie, en économie, en gestion, en paléontologie. Et qu'est-ce qui fait qu'on y vient à ces sujets-là? Alors, si de prime abord, dans son cursus, dans son parcours, on a peut-être... Alors moi, j'ai toujours une ouais. quête, si vous voulez, j'ai créé une université interdisciplinaire à Paris, donc j'ai toujours une quête d'interdisciplinarité, c'est pour ça que j'ai accumulé des expériences et des diplômes dans des domaines très différents pour essayer de comprendre le monde qui nous entoure, si vous voulez. Et pour comprendre le monde qui nous entoure, il y a bien sûr deux grandes sources. Il y a la source du savoir scientifique dont nous parlons depuis le début, mais il y a aussi, quand on se tourne, l'existence de traditions et de religions. Et donc j'ai toujours voulu comprendre si les deux étaient compatibles. Et effectivement, nous aurons au colloque de Ben Guérir, donc vendredi prochain, le professeur Denis Alexander de l'université de Cambridge qui a créé le Faraday Institute for Science and Religion. Comme vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas la science des religions, c'est science et religion. Il existe à Oxford et à Cambridge des centres et des chaires de sciences et religion. C'est une discipline nouvelle qui, depuis une vingtaine d'années, trentaine d'années, regarde les frontières qui existent entre ces deux grands domaines de la connaissance humaine. Oui, bon, on va continuer notre conversation. Alors, elle est bien entendu interrompue par les respirations musicales dont nous profitons avec ceux qui nous écoutent et j'enjoins bien entendu tous ceux qui souhaitent participer à cet échange à nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission avec notre invité Jean Stone. Et sur le sujet, je le redéfinis très rapidement. Alors, science et quête de sens. Alors, il y a deux parties. Bien entendu, la science aboutit à des... Disons, elle chemine pas à pas, par les moyens de la démonstration et de la connaissance certaine. Et de ce point de vue, ce que nous disions au début d'émission, c'est que elle-même a pu cerner certaines des limites sur lesquelles elle pouvait elle-même buter. Jean Stone, qui laissait de la place, peut-être pour ce que vous disiez... C'est autre chose. Oui, effectivement. Le projet de la science classique, qui était très réductionniste et donc matérialiste, était de vouloir tout expliquer. Laplace, le marquis Simon de Laplace, en 1800, a fait un bouquin qui s'appelait Le système du monde. Et Napoléon lui a dit, Sire, Newton parlait de Dieu, mais vous n'en parlez pas. Et donc Laplace eut cette réponse célèbre à Napoléon, Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Donc vous voyez qu'on pouvait, on pouvait croire en 1800 qu'on pouvait se passer de Dieu pour décrire le monde. C'est une hypothèse dont j'ai cru volontiers pouvoir me passer. Voilà, c'est ça, c'était la réponse de Laplace. Et donc, à ce niveau-là, Laplace disait, si je connais la position, un esprit omniscient qu'il appelait démon de Laplace, un esprit théorique bien sûr, si je connais la position de toutes les particules dans l'univers et toutes les lois qu'il faut interagir, je pourrais en déduire tout le futur de l'univers. Rien à mes yeux ne serait incertain. Donc je serais en gros comme Dieu. Et voilà qu'un siècle et demi après arrive la physique quantique qui vous dit exactement le contraire. Elle vous dit que pour une seule particule élémentaire, avec le principe de la certitude d'Heisenberg, qui vous dit que si vous connaissez la position, vous ne connaissez pas la vitesse, et si vous connaissez la vitesse, vous ne connaissez pas la position, vous ne pouvez pas connaître les deux en même temps. Déjà, pour une seule particule, le projet de Laplace qui voulait embrasser tout l'univers est impossible. Donc voyez-vous que la physique quantique vous montre déjà une limitation fondamentale de la connaissance, mais ce n'est que le début, on va certainement continuer. Oui, disons, quand on s'est intéressé à l'instant même, ou plutôt en début d'émission, au théorème de Gödel, la question est de savoir aussi si les sciences modernes ont aussi cheminé dans ce sens-là.
Et bon, la physique quantique, vous faisiez référence pendant la respiration musicale à certains des théoriciens ou des vulgarisateurs, ou théoriciens et vulgarisateurs qui ont pu partager peut-être des connaissances qui allaient également dans cette direction, Jean Oui, bien, Stone. alors pour faire, moi j'ai eu la chance d'être très proche pendant des années d'un des meilleurs physiciens et philosophes de la physique quantique, le français Bernard d'Espagna. Et ce qu'il disait, c'est que la physique quantique remet en cause beaucoup des fondements de la science classique et donc du matérialisme. Mm. Premièrement, le déterminisme avec le principe d'incertitude de Heisenberg, mais également, tenez-vous bien, ce qu'on appelle la séparabilité. La séparabilité, c'est que si un phénomène a lieu à Paris et qu'un autre phénomène a lieu en même temps ici à Casablanca, ils sont séparés parce que rien ne va plus vite que la vitesse de la lumière. Eh oui. Or, c'est Ah vrai, oui. rien ne va plus vite que la vitesse de la lumière, mais il y a un phénomène mystérieux qui a valu le prix Nobel de physique il y a 3 ans à un élève de Bernard d'Espagna qui a fait son expérience sous la direction et sa thèse sous la direction de Bernard d'Espagna, qui s'appelle Alain Aspect. Mhm. Et cette expérience, qu'on appelle la non-séparabilité quantique, Mhm. vous montre que deux particules jumelles issues d'un même atome, tout ce qui arrive à l'une arrive à l'autre, même si elles sont à des milliers de kilomètres de distance. Et là où ça devient passionnant, c'est que ça ne Milliers viole pas. d'années-lumière. Oui, Oui. non, on n'a pas fait à des années-lumière de distance, Oui. mais à des années, effectivement, à des milliers de kilomètres de distance, on l'a fait sur Terre. On l'a évidemment pas encore fait à des années-lumière, mais Oui. en théorie, je dis bien en théorie, la théorie vous dit que ça marcherait évidemment aussi. Pourquoi ? Parce que il ne s'agit pas de violer la relativité d'Einstein, il s'agit de dire qu'il y a des connexions qui se passent en dehors de l'espace-temps, que les deux particules sont un tout unique. Pourtant, il y en a une à Casa et une à Paris, mais il n'y a pas de raison dans la dimension où elles sont de parler d'une distance entre Paris et Casa. Vous voyez, tout est dans tout. Donc ça remet en cause l'idée que le temps et l'espace sont la réalité ultime, ça remet en cause la physique quantique, l'idée que le déterminisme est absolu, et ça remet en cause l'idée effectivement que tout ce qui se passe dans notre univers vient de notre univers. Et ça c'est très important, parce qu'avant on disait, bon, quand il y a une porte qui grince au grenier, c'est pas la belle-mère qui se manifeste de l'au-delà, ni un djinn qui pousse la porte, il y a une cause scientifique, c'est ce que dit la science, et c'est logique. On a dit le tonnerre c'est la colère de Dieu, ben non, le tonnerre c'est des particules élémentaires, voyez-vous, qui font de l'électromagnétisme. Bon, et voilà que quand on arrive à la science la plus en pointe, et ben là, cette science la plus en pointe vous dit, ben non, en fait, il y a un phénomène, la non-séparabilité quantique, Oui. qui va au-delà du temps et de l'espace et qui n'est pas dans notre univers et qui pourtant a un impact dans notre univers. C'est incroyable, non ? Oui, et celui qui vient nous rejoindre est en pointe, mais pour nous présenter les actualités, il est 10h30 et on va céder la place à Karim Dronnet. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission des experts. Et nous reprenons la suite de notre émission. Alors, science et quête de sens avec notre invité Jean Stone. Bon, dans le dernier ouvrage, c'est La Grande Mutation, où on y aborde d'autres questions. Mais je reviens à un aspect toujours plus personnel, parce que la connaissance, ou ce qui nous mène sur le chemin de la connaissance, c'est toujours des parcours particuliers. Et qu'est-ce qui fait que on répond au singulier à la question de savoir, ou à la volonté de savoir, telle qu'elle s'incarne dans une expérience qui est peut-être la vôtre, Jean Stone? Oui, enfin moi, comme je disais, j'ai toujours voulu avoir une vision cohérente et synthétique du monde. J'ai toujours pensé que le tout était plus que la somme de ses parties, voyez-vous, et que nous vivons dans un monde extrêmement fragmenté. Oui. Nous vivons dans un monde où, si vous êtes expert comptable, vous n'êtes pas physicien quantique, et si vous êtes physicien quantique, vous n'êtes pas peintre ou poète. Ouais. Eh bien, moi, ce que j'aime, c'est les gens qui sont à la fois physicien quantique, peintre, poète. Par exemple, j'avais un ami astrophysicien, Jean-Pierre Luminet, qui est aussi un grand pianiste et qui a exposé au Grand Palais des toiles inspirées justement de Escher et lui-même qui s'inspire de Gödel et qui a écrit des romans, de la poésie. Donc j'adore les gens comme ça, si vous voulez. C'est pour ça que moi-même j'ai fait donc cette quête. Vous citiez mes diplômes aussi bien en paléontologie qu'en économie ou qu'en informatique ou mathématiques. J'ai fait moi-même une quête transversale d'interdisciplinarité et ça m'a amené naturellement à essayer de réfléchir sur cette question de l'unicité des savoirs, ce qu'on appelle le tawhid en islam, bien sûr, mais c'est-à-dire que la quête de l'unicité des choses, et c'est pour ça que la quête entre l'unicité entre une vision scientifique et une vision religieuse du monde me paraît importante. Oui, mais la dernière allocution que vous disiez juste avant les actualités, c'était bon, tout est dans tout. Et de ce point de vue, c'est peut-être une intuition. Alors, pour certains, ça revêt, disons, la forme de la croyance en Dieu. Et quelquefois, c'est quelque chose qui préexiste à ces sujets qu'on peut explorer. C'est une croyance et c'est une foi. Est-ce que c'est votre cas?
Alors, oui, parce que j'ai été élevé, alors c'est assez original, j'ai été élevé dans une famille, mon père était un prêtre orthodoxe dans une église orthodoxe de l'immigration russe, donc d'origine russe, l'église russe hors frontières. J'étais baptisé par mon propre père, ce qui est assez rare. Voilà, et effectivement, donc j'ai eu une enfance où j'ai baigné dans une recherche spirituelle, où il y avait une évidence de l'après-vie, de l'autre monde, etc. Et puis quand je me suis arrivé au lycée, je me suis frotté à des amis qui étaient tous plus ou moins athées. Oui. Et donc dans ces années-là en France, et donc ça m'a amené à chercher d'autres voies pour essayer de les convaincre qu'il y avait d'autres niveaux de réalité. Et c'est là où je me suis tourné vers 18 ans, vers la quête scientifique à l'issue de la lecture d'un certain nombre d'ouvrages et aussi de questions comme par exemple les expériences d'approche de la mort, qui sont des sujets très intéressants qui ont émergé dans ces années-là. Les gens qui se rappellent d'avoir vu des choses en dehors de leur corps, par exemple, la physique quantique. En gros, il y a 5 ou 6 domaines. Il y a évidemment l'astrophysique qui nous dit que l'univers ne s'est pas fait tout seul, mais qu'il y a un au-delà, il y a un Big Bang, il y a quelque chose avant, ce qu'on va traiter à Ben Guérir, donc les Oui. 6 et 7 février. Ensuite, il y a l'évolution de la vie dans une vision qui n'est pas le darwinisme, c'est-à-dire qui n'est pas l'idée que la chance, le hasard et la lutte pour la vie sont les premiers moteurs d'évolution. Cette idée-là aussi, on le traite à Ben Guérir. Ensuite, la troisième idée, c'est que la conscience n'est pas uniquement neuronale, comme je le disais. Et bien sûr, la quatrième idée, on en a parlé, c'est la physique quantique qui dématérialise les fondements de la matière. Et après, on a déjà parlé des mathématiques, hein, pas seulement le théorème de Gödel, mais l'existence des outils mathématiques pose aussi des questions, comme je le disais, sur la rationalité du monde. Et donc, ces 5 grands domaines sont les domaines que j'étudie aux frontières, si vous voulez, des sciences, de la philosophie et de la métaphysique. Oui, mais dans un parcours, effectivement, on baigne dans un milieu où on est majoritaire, où on est minoritaire. Et si j'entends bien, pour essayer de toucher les cœurs, autant essayer de parler le langage de ceux avec lesquels on est amené à faire un chemin ensemble. Alors au Oui, lycée, bien entendu, il y a ces confrontations, ces discussions, et de ce point de vue, on a un point de départ qui est sensiblement différent. Mais ce point de départ, est-ce qu'il s'ancre dans le fait d'avoir baigné dans un monde, dans un petit monde familial où il y avait la conviction qu'il y avait ces autres dimensions de la réalité, ou est-ce que soi-même on a pu, entre guillemets, les percevoir ou les vivre dans sa chair? Jean Stone. alors, c'est une question complexe parce que, si vous voulez, moi-même, j'ai l'impression d'avoir toujours eu, de façon évidemment qui n'est pas rationnelle, d'avoir toujours eu la certitude qu'il y avait un autre monde et qu'il y avait une vie après la mort. Et je ne pense pas, même si on peut dire que ça vient d'un milieu familial, que ce soit d'un milieu familial. J'ai tendance à dire, mais ça ce n'est pas scientifique, que quand on parle de libre arbitre, que nous avons un tiers, un tiers, un tiers. Nous avons un tiers d'influence de notre ADN, ça c'est évident, parce qu'on voit que des vrais jumeaux peuvent se comporter pareil. Nous avons un tiers d'influence de notre milieu familial. Si on est dans un milieu chrétien ou un milieu musulman, c'est quand même pas pareil. Et nous avons un tiers, moi je dirais, qui est lié à notre âme. Pour ceux qui croient que nous avons une âme unique créée par Dieu, ben cette âme fait une différence. Et je peux vous le prouver d'une certaine façon. Tenez-vous bien. Avec le cas de Abigail et Brittany Hensel. Abigail et Brittany Hensel sont deux jumelles américaines qui sont nées totalement liées. Elles ont 2 têtes, elles ont 2 cœurs, elles ont 2 troncs, mais elles ont un seul bassin, une seule paire de jambes et une seule paire de bras. Et ce cas tout à fait incroyable, elles ont survécu, elles ont plus de 30 ans aujourd'hui. Ce cas tout à fait incroyable a été bien analysé. Quand elles étaient jeunes, on ne voulait pas les montrer, des monstres de foire. Mais maintenant, on a même fait des télé-réalités sur elles. Et elles disent dans certains films, croyez-nous, nous sommes 2 personnes très différentes. Et là où ça devient très intéressant, c'est qu'elles ont le même ADN, mais surtout la même expérience vécue à 100%. On ne peut pas dire, par exemple, pour un vrai jumeau, que l'un est tombé de vélo à 2 ans et pas l'autre, et que Oui. donc ça l'a rendu peureux et pas l'autre. Non, tout ce qui est arrivé à l'une est arrivé à l'autre, puisqu'elles sont dans un seul corps, vous comprenez, sauf qu'elles ont 2 têtes. Et donc elles disent, nous sommes 2 personnes très différentes. Et alors, certains vous parlent d'épigénétique, d'autres, ok d'accord, mais pour moi, c'est le signe qu'il y a plus que la nature et la culture dans l'être humain, mais il y a ce que les religions appellent l'âme, et je pense, de façon bien sûr pifométrique, que c'est un tiers, un tiers, un tiers. Donc Oui. j'attribue à mon tiers d'âme, si vous voulez, le fait d'avoir toujours eu l'idée
qu'il y avait une vie après la mort, mais et qu'il y avait un autre monde, mais j'ai évidemment toujours voulu mener une quête scientifique. Et mon maître Bernard d'Espagnac, que je citais tout à l'heure, disait que si la quête scientifique lui avait démontré que sa vision chrétienne du monde était fausse, il aurait changé. Et, La vérité avant tout, quand même. non, mais oui, mais disons que elle s'ancre quelque part, cette quête-là ou cette volonté de suivre ce chemin-là. Alors, dans la réponse au singulier qu'on donne à ces questions-là, bon, la quête de sens. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que quand on dit science et quête de sens, alors quête de sens, c'est peut-être simplement la fameuse réponse à la question de savoir que faire si j'avais du temps disponible, si je n'étais pas dans la nécessité de pourvoir à mes besoins nécessaires, que ferais-je du temps qui m'est imparti dans cette vie-là? Alors c'est peut-être la définition qu'on peut donner à cette quête de sens. Et je voulais aussi avoir peut-être votre regard sur la façon avec laquelle peut-être vous interprétez cet élément-là, parce que science et quête de sens, sur la deuxième partie, il y a tellement de réponses possibles. Alors, attention, oui, il y a deux choses. Oui. Moi, quand je parle, notre existence a-t-elle un sens? Vous avez cité mon best-seller. Oui. Curieusement, c'est pas le sens de ce qu'on fait avec son temps libre, non. Ce que je voulais dire par là, c'est est-ce que l'existence d'être vivant et pensant sur la troisième planète d'un système solaire, dans un univers en expansion, est-ce que ça a un sens? Ou est-ce que c'est issu d'un pur hasard, que le monde est issu du hasard, que l'évolution s'est faite par hasard, que la conscience a été sélectionnée par la sélection naturelle parce qu'être conscient c'est mieux que pas être conscient, et encore c'est discutable, et ainsi de suite. Donc vous voyez, la question que je pose quand je dis notre existence a-t-elle un sens, c'est vraiment une question philosophique sur l'origine de l'univers, les mécanismes d'évolution de l'univers et de la vie, la nature de la conscience humaine. C'est ça que je pose. Maintenant, est-ce que notre vie a un sens? Effectivement, l'amour de nos enfants, de notre famille, de notre travail, on peut trouver plein de sens à la vie qui sont personnels. Alors, ça, c'est une autre question, mais je vais quand même répondre à vous donner ma réponse qui n'est pas du tout scientifique à cette question-là et qui n'est pas encore dans mes livres. Ce sera peut-être dans un prochain, parce que j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle Jésus l'enquête, donc mon premier livre qui aborde des questions théologiques, et je vais sans doute en faire un second plus développé pour aller au-delà de la figure de Jésus, et où je répondrai à cette question-là. Et la réponse sera: nous sommes dans un monde de temps, d'espace, de matière et d'énergie pour faire une expérience et retrouver notre dimension spirituelle. Et quand nous l'aurons retrouvée, vous avez parlé de spirale tout à l'heure. Pour moi, avant la création du monde, nous étions Dieu en tant qu'âme créée par Dieu, voyez-vous. Nous étions, au niveau du sol. Nous nous sommes élevés dans une spirale, nous sommes élevés, nous sommes éloignés de Dieu. Nous allons y revenir, mais à une autre altitude, après avoir fait toute une expérience qui est l'expérience que nous faisons dans ce monde-là. Alors pour moi, c'est ça le sens de la vie, c'est-à-dire... Ibn Arabi a fait un hadith qui est discuté, mais qui est très intéressant, qui dit, faisant parler Dieu, il dit « J'étais un trésor caché et j'ai désiré être connu ». Et c'est une phrase, je cite souvent, moi, dans mes conférences, moi qui ne suis pas musulman, je cite souvent cette phrase. Je dis « Dieu a voulu créer des êtres libres pour être en dialogue avec des êtres libres, des êtres non contraints, pas comme des anges ou des djinns, mais des êtres qui ont un libre arbitre. » Et il a créé ces êtres libres, mais le but, c'est que ces êtres libres finissent par comprendre que Dieu existe et le trouver et revenir vers lui. C'est ça que j'appelle ma spirale, vous comprenez? On part de Dieu et on revient en Dieu, mais avec une autre expérience, une autre altitude. Mais ça, c'est une opinion personnelle qui est complètement séparée, si vous voulez, du travail scientifique. Mais comme vous m'avez posé la question, qu'est-ce qu'on fait du temps libre? Eh ben, moi, je pense que la meilleure réponse, c'est celle de Teilhard de Chardin qui disait nous sommes des êtres, nous sommes pas des êtres humains faisant des expériences spirituelles, nous sommes des êtres spirituels qui faisons temporairement une expérience humaine. Et dans cette expérience humaine, il s'agit de comprendre que nous sommes des êtres spirituels et qu'on doit donc se réélever vers l'union, vers Dieu. Voilà. Alors, ce mouvement d'élévation, parfois la musique peut nous y inviter. Nous allons en profiter à nouveau de cette respiration musicale et nous reprendrons dans quelques instants la suite de notre émission. Et nous sommes avec Jean Stone et nous en étions à la question du sens. Effectivement, alors c'est une question qui revêt différentes formes. Alors, la question de savoir ce qu'on fait de
de son temps de vie. La question aussi de savoir s'il y a une direction, s'il y a un au-delà ou une conclusion sous-jacente effectivement à cette existence-là, à ce qu'on observe, à cet univers en extension, Jean Stone. Oui, ce que je voulais dire tout à l'heure, Oui. c'est que quand je disais donc notre existence a-t-elle un sens, c'était l'idée que la science, la raison, la rationalité, sans parler directement de Dieu ni de ses caractéristiques, c'est là où on a besoin, à mon avis, de révélations qui sont apportées par les religions, que la science peut nous dire, bon, tout ça, c'est pas fait tout seul. Il y a probablement un programme derrière ça, un grand programmateur, un grand régleur derrière tout ça. Et il y a probablement un sens à l'aventure humaine, au fait qu'il existe des êtres humains pensants et conscients sur une planète et sans doute sur des milliers d'autres planètes dans l'univers, dans cet univers qui a des lois extrêmement précises. On va en parler à Ben Guérir donc, lors du colloque Sciences et Quêtes de Sens vendredi et samedi prochain. Oui. Vous pouvez sans doute trouver, il y a encore des inscriptions possibles si vous faites UM6PABS Sciences et Quêtes de Sens, vous trouverez, je pense, le lien pour vous inscrire. Et donc, en tout cas, ce colloque de Ben Guérir va parler de l'évolution de l'univers et de la vie, et il va montrer que dans l'évolution de l'univers et de la vie, on peut décerner le fait que tout s'est pas fait par hasard. C'est déjà très important. Alors, des lois, des constantes, le tout ne s'est pas fait par hasard. Effectivement, bon, certaines des conclusions scientifiques ou de la science moderne peuvent nous mener à y aboutir. Qu'est-ce que Mhm. c'est? Oui, alors d'abord, l'idée du Big Bang, si vous voulez, et l'idée que l'univers donc n'est pas, pour prendre un gros mot philosophique, ontologiquement suffisant, ne s'explique pas par lui-même. Ça ne parle pas directement de Dieu, mais ça veut dire, attendez, le monde où nous sommes ne s'explique pas par lui-même, il a surgi de quelque chose d'autre. Donc ça, c'est très important. Et dans ce domaine, il y a une deuxième chose très importante, c'est le réglage fin des constantes. C'est-à-dire le fait que si on change d'un millimètre, si vous voulez, la vitesse de l'expansion de l'univers, si on change d'une fraction la force de gravitation, tout s'écroule sur lui-même, tout s'effondre. Si on change les forces nucléaires, les étoiles ne s'allument plus. On s'est rendu compte qu'il y avait un réglage fin de l'univers extrêmement sophistiqué et que donc les matérialistes en sont réduits à postuler des milliards d'univers parallèles dans lesquels ils sont tous morts et tous foutus parce qu'ils n'ont pas la bonne constante. Et dans ce cas-là, coup de bol, on est dans le seul qui a les bonnes constantes. Mais c'était l'intuition d'Albert Einstein. non, pas du tout. Einstein n'a jamais été dans le multivers sur ce plan-là. Dans le multivers, Non, mais non. dans le fait que Comment derrière Oui. effectivement les lois de l'univers se cachaient Ah oui, quelque part. Einstein a toujours dit qu'effectivement il cherchait à comprendre le projet de Dieu. Comme il disait, Dieu est parfois subtil, mais il n'est jamais méchant. Donc le monde est complexe à comprendre, mais il est quand même compréhensible. Ça, c'était Einstein. Mais le principe anthropique de Anthropos, l'homme, a été découvert après Einstein, donc après sa mort. Et C'est-à-dire c'est dans les le années principe 70. anthropique. Anthropique, ça veut Oui. dire... Anthropos veut dire l'homme. Oui. C'est l'entropie, ça veut dire... C'est pas l'entropie EN, vous savez, le second principe de la thermodynamique où je détruis l'énergie cinétique de ma voiture chaque fois que je freine. Non, là, ça veut dire que l'univers est réglé pour l'apparition d'êtres humains comme nous, anthropos. Et donc, c'est comme ce que je vous disais, les forces nucléaires fortes, la vitesse de la lumière, la constante de gravitation, tout est incroyablement réglé. Si vous touchez à quelque chose, tout s'effondre. Et donc, il n'y a que deux solutions. Soit il y a un univers unique avec un principe créateur derrière, ce qui est incroyable que la science arrive à ce genre de conclusion, soit il y a une infinité d'univers parallèles et on est par hasard dans le bon. Voilà où on en est au niveau de la science. Déjà, ça, au niveau de l'astrophysique, c'est déjà pas mal. Après, il y a la physique quantique, les expériences d'approche de la mort et bien sûr les mathématiques et l'évolution, la vision non darwinienne de l'évolution de la vie. Donc tout cela forme ce que j'appelle le nouveau paradigme scientifique. Et ce nouveau paradigme, cette nouvelle vision du monde est beaucoup plus compatible effectivement avec une vision spirituelle et religieuse du monde que la vision matérialiste scientiste précédente. Et nous essayons d'être aussi bien réglés à l'antenne, puisque nous nous approchons de 11h00, sachant que Mourad Bava est toujours à l'heure. Bien entendu, on va lui céder la parole et même la place. Je vais lui céder la mienne. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission des experts. Nous essayons de parler ce matin de la science et de la quête de sens et voir dans quelle mesure, effectivement, ces deux dimensions peuvent cheminer et peut-être se retrouver en un certain point. À dans quelques instants. Et nous reprenons la suite de notre émission avec notre invité Jean Stone, dont le dernier ouvrage, je le rappelle, c'est La Grande Mutation. Alors ce sont des thématiques autres que celles que nous abordons ce matin, quoique si on applique le principe que nous disions tout à l'heure, tout est dans tout, on peut cheminer dans des directions extrêmement variées tout en parlant de la même réalité. Alors nous parlons effectivement ce matin de la science et la quête de sens qui fait l'objet d'un colloque qui se tient
il faut s'y inscrire. Oui, Oui, absolument, mais oui. l'inscription est gratuite et pour tout le monde Mm. à Ben Guerir, à l'UM6P, donc Oui, Sciences et Quêtes de Sens, les 6 et 7 février. c'est les 6 et 7 février. Cela dit, quand on met en avant ce point d'interrogation, il peut en susciter d'autres, parce que pour ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés effectivement à l'idée d'entrevoir ou d'éclairer certaines des interrogations que nous pouvons tous avoir. Ce sont des interrogations que nous avons enfants et quelquefois que nous avons mis un peu de côté, mais sur lesquelles nous pouvons souhaiter revenir Mhm. à travers des expériences ou bon, on fait le chemin qui est le nôtre et puis on y revient à un moment ou à un autre. Alors, quelles sont disons les questions sous-jacentes qu'on y aborde dans ce colloque? Parce que je le disais, quand on a une thématique prédéfinie, on s'adresse à un certain public qui peut avoir un certain nombre d'interrogations. Alors, quelles sont ces interrogations sous-jacentes à travers la thématique que vous Oui, avez proposée? c'est les grandes interrogations du genre d'où vient l'univers, quelle est la nature humaine, est-ce qu'on est là par hasard, Mm. voilà, est-ce que la vie correspond à un programme qui se déroule ou est-ce que c'est purement quelque chose qui est dû au hasard? Alors cette année on ne va pas traiter de la conscience, mais on va traiter l'année dernière et donc Mm. on le traitera l'année prochaine aussi. Oui, Le problème de la nature de la conscience, si vous voulez, est aussi bien sûr. En fait, pour oui, reprendre les activités du centre, c'est quatre grands domaines, c'est la matière et l'univers, la vie et la conscience. Voilà. Donc on tourne autour de ces grandes questions. Qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce que la vie et comment évolue-t-elle? Qu'est-ce que l'univers et d'où vient-il? Et quelle est la nature de la réalité, c'est-à-dire ce que la physique quantique peut nous dire de ce que nous appelons peut-être à tort la matière. Voilà les grandes questions qui sont derrière notre centre Sciences et Quêtes de Sens. et dans la conscience, il y a science, con, entre guillemets en latin, ça veut dire avec, et disons, certaines recherches récentes situent la conscience pas tout à fait là où les matérialistes peuvent la situer, Oui, c'est-à-dire parfois absolument. en dehors Alors, du cerveau humain. l'année dernière, nous avions la chance d'avoir à Ben Guérir le professeur Eben Alexander, qui est un ancien professeur de Harvard Medical School, un grand neurologue, qui est le premier neurologue sur Terre à avoir fait l'expérience. Et là, vous trouverez ça en intervention sur le site YouTube de l'ABS, Mm. Africa Business School de Rabat. Vous aurez son intervention où il dit l'année dernière à Ben Guérir que tout ce qu'il a appris, en fait, sur la conscience est faux, que la conscience est beaucoup plus riche quand elle est en dehors du cerveau, ce qui évidemment fait dire à ses collègues, bon d'accord, il a été malade, donc il est devenu fou, parce que pour les neurologues sont majoritairement matérialistes. C'est intéressant aussi, c'est un point qu'on n'a pas discuté, les idées nouvelles dont je vous parle sont majoritaires en physique, en astrophysique et en mathématiques. Elles sont minoritaires et même très minoritaires dans les sciences du vivant et les sciences de la conscience. Pourquoi? Parce que les sciences du vivant et les sciences de la conscience nécessitent des outils plus complexes pour comprendre. Ça a toujours été plus complexe à comprendre, si vous voulez, que par exemple le retour d'une comète que Newton ou Halley pouvaient calculer à l'époque où les médecins les médecins que décrit Molière, c'est-à-dire étaient relativement ridicules Mm. dans leur compréhension. Donc il y a toujours un décalage de peut-être d'un siècle entre les grandes découvertes dans les sciences de la conscience et de la vie et celles de la matière. Et nous sommes dans cette situation où les sciences de la matière et donc de l'univers ont fait déjà leur mutation, leur révolution, si j'ose dire, vers une vision moins matérialiste du monde, ce que j'ai appelé tout à l'heure le nouveau paradigme, alors que les sciences justement de la conscience et de la vie n'ont pas encore fait. Mais si donc je devais parler de la conscience, je parlerais donc de gens comme Eben Alexander, qui a fait un livre avec un titre très provoquant, La preuve du paradis. Je le réinvite à Paris au Grand Rex pour un colloque le Oui, 29 la conscience et mars l'invisible. pour ceux qui veulent venir à Paris, mais je le réinviterai, j'espère, Inch'Allah, au Maroc en 2027. Oui, ah bon, la conscience, nécessite également, disons, une explication ou plutôt une interprétation de ce que ce peut être, parce que dans la compréhension qu'on peut en avoir, il y a parfois un grand flou en ce qui concerne la conscience. Qu'est-ce qu'on entend par là? Des fois, c'est une façon de décrire le dernier tiers qui nous est inaccessible. Jean Stone. Et de ce point de vue, lorsque on s'intéresse, je le disais, aux preuves scientifiques, on avait tendance à la situer dans la matière, la conscience. Est-ce que dans la science d'aujourd'hui, bon, vous évoquez les travaux à l'instant même scientifiques sur cette question-là, est-ce que les explications sont aujourd'hui unanimes pour la décrire là où parfois on a tendance spontanément à la situer?
Alors, comme je le disais, aujourd'hui, les sciences de la conscience sont majoritairement matérialistes. Les gens qui développent des idées nouvelles sont très minoritaires, contrairement à d'autres domaines comme la physique et l'astrophysique. Maintenant, il faut s'entendre sur les mots. Effectivement, le mot Oui, conscience, quand on parle de troisième tiers, c'est plutôt l'esprit, c'est plutôt l'âme. La conscience, déjà, on commence par la conscience de soi. Il y a un test très intéressant oui. qui consiste à endormir un chimpanzé et à le mettre à peindre un point rouge sur son front. Quand il se réveillera sans avoir vu qu'on lui a peint un point rouge sur son front, il va regarder dans la glace, enfin, quand on va lui donner une glace bien sûr, et il va mettre un point sur il va mettre sur ce point rouge, il va mettre son doigt. C'est-à-dire il va se dire tiens pourquoi j'ai un truc là, ce qui prouve qu'il se reconnaît dans la glace. Il n'y a que 3 animaux, à ma connaissance, qui font ça sur Terre. Le Oui. dauphin, le chimpanzé et l'éléphant, curieusement. J'ai vu un test avec un éléphant, c'est très intéressant. Oui, les chats ne se reconnaissent pas. Absolument pas. Ni un D'accord. chat, ni un chien. Pourtant, Oui. les chats et les chiens n'ont pas l'air idiots. Mais quand on leur présente un miroir, ils aboient contre le chien qui est dans le miroir. Ils n'ont pas la conscience de soi. Donc déjà, le sens le plus basique que du terme conscience, c'est ce que je viens de définir, c'est la conscience de soi. Maintenant, l'idée, si vous voulez, que ce que nous sommes n'est pas uniquement un truc émis par les neurones, mais quelque chose qui peut s'abstraire, sortir en quelque sorte de notre corps, justement, l'une des meilleures preuves, ce sont ces témoignages de milliers de personnes, sauf qu'il n'y a qu'un seul grand neurologue, j'ai cité, c'est Ben Alexander qui a vécu l'expérience, mais des milliers de Qui a vécu personnes. l'expérience. Lui, il était en mort clinique pendant un certain temps, et c'est ça qui a tout changé. Oui, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Oui. C'est le seul grand neurologue qui a vécu une mort clinique. Il a eu une attaque du cerveau extrêmement grave par une méningite bactérienne. Enfin, il était quasiment mort et il devait même pas récupérer ses fonctions, d'après ses collègues. Et donc, quand il est revenu, il a dit: je sais que ce que j'ai vécu n'est pas une hallucination, parce que j'ai eu des hallucinations sur la fin de mon séjour comateux, et je peux décrire une hallucination. Je suis neurologue, donc je sais que c'est pas une hallucination. Et j'avais une conscience beaucoup plus pure de la réalité. Il décrit donc avoir vu un monde. Il a décrit 2 choses. Un monde qu'on pourrait appeler une espèce d'enfer, qu'il appelle le monde du ver de terre, un monde très sombre, très désagréable, et un monde de lumière. Et ce qui est très intéressant, Ah c'est oui, que ça rejoint la vision des religieux. ben voilà, c'est très intéressant Oui. parce que cette vision-là, si vous voulez, rejoint des visions très anciennes. Alors, on parle souvent du livre des morts tibétains qui parle de ça, ou égyptien. Mais moi, j'ai trouvé un témoignage d'un évêque, si vous voulez, ça, c'est assez incroyable. Un évêque du 6e siècle en France, qui est dans un livre qui s'appelle L'Histoire des Francs de Grégoire de Tours, qui décrit qu'il y a un abbé qui était mort pendant 3 jours et qu'il a tapé dans son cercueil. Tout le monde était affolé, on a ouvert le Oui. cercueil, il est sorti. Et après 3 jours de jeûne et de silence, il a décrit l'autre monde au 6e siècle, hein. Et il a décrit Dieu comme un nuage de lumière, effectivement, exactement comme Eben Alexander 1500 ans plus tard, alors que pour des gens du 6e siècle chrétien, la description de Dieu, c'était pas du tout ça. Donc ça montre qu'il y a une certaine cohérence dans cette histoire. Et donc, il y a plusieurs films, par exemple Faux départ de Sonia Barcala, une amie française. Et ce film ne se trouve pas sur Internet, je crois, mais on peut peut-être le commander. Faux départ, par exemple, est un film qui analyse les témoignages des gens qui ont vécu une NDE, et c'est quand même très très intéressant. Et je pense que c'est un des meilleurs éléments pour dire que, comme Eben Alexander après son expérience, la conscience n'est pas neuronale, ou du moins n'est pas uniquement neuronale. Oui, bon, alors les chemins pour y accéder, bon, il y a différents niveaux de conscience sur lesquels on pourrait revenir, et simplement, Oui. on y reviendra après la respiration musicale, qui est toujours notre rendez-vous programmé, puisque je le disais que nous étions réglés. Ce sera simplement après la respiration musicale que nous reprendrons cette conversation, et j'enjoins ceux qui nous écoutent, si vous souhaitez poser vos interrogations, peut-être partager vos avis ou vos témoignages, n'hésitez pas, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous nous étions arrêtés à la compréhension qu'on pouvait avoir de la conscience, Jean Stone. Effectivement, on peut en décrire différentes étapes ou différentes acceptions qu'on a de ce terme-là. Alors, c'est le sujet d'un autre, d'un autre rendez-vous qui est le vôtre, la conscience et l'invisible. Alors, ça nous permet peut-être de faire la jonction entre ce que nous disions. Dans la quête de sens, il y a quelque part une tentative de mettre de la compréhension, de l'intelligibilité sur ce mot-là.
Jean Stone. Oui, bien sûr. Et aussi, donc, comme je disais, il y a plusieurs niveaux. Il y a la conscience de base, c'est être conscient de soi-même, se reconnaître dans le miroir. Mais il y a évidemment cette mystérieuse qualité, ce sens que nous avons tous d'exister. Et est-ce que c'est quelque chose qui survit à la mort ou non? C'est la question que se pose l'humanité depuis toujours. Oui. Et il y a effectivement un certain nombre d'expériences qui montrent aussi de façon scientifique que la conscience n'est pas tout à fait dans le temps et dans l'espace qu'elle peut s'en... Alors, il y a des expériences de parapsychologie qui sont très sérieuses. Là, bon, peut-être une autre année, Inch'Allah, au Maroc, je ferai venir David Akouzo, que je fais venir pour l'instant à Paris, et Ben Alexander étant déjà venu au Maroc, comme je l'ai dit, dans notre centre. David Akouzo est un chercheur du département d'études de la perception, mot politiquement correct pour dire parapsychologie, à l'université de Virginie. Et justement, dans l'autre colloque que j'organise après Sud Ben Guérir à Paris, il fera le point sur toutes ces questions je dirais, perception extrasensorielle de l'homme. Donc s'il y a des perceptions extrasensorielles, ce qui n'est pas reconnu aujourd'hui par tout le monde, mais justement c'est ça qui est important, c'est de chercher, d'avoir l'esprit ouvert. Dans ce cas-là, s'il y a des perceptions extrasensorielles, eh bien, ça pose aussi la question, bien sûr, de la nature de la conscience comme étant au-delà du cerveau. Voyez-vous, Oui. voilà. Et donc ça, c'est, je pense, un grand domaine de recherche pour le futur parce que justement, comme je le disais, il y a des retards dans les sciences de la conscience et de la vie par rapport aux autres sciences. Et donc, il y a donc un espace de progression important. Oui, mais c'est ce décalage que vous allez, entre guillemets, tenter de réduire à travers des interventions. Je vois un certain nombre d'intervenants. Sont essentiellement des scientifiques qui interviennent? Alors, à Ben Guérir, nous avons, alors, il y a deux choses. À Ben Guérir, nous avons le prix Nobel John Matter, qui est l'homme qui a été le directeur du projet James Webb Telescope, donc il est très bien placé pour l'origine de l'univers. Après, nous aurons un professeur de Cambridge, un Australien et un Américain qui vont nous parler d'une évolution de la vie porteuse de sens. Donc, l'Australien vient de faire un livre qui s'appelle Darwin en crise, pour vous montrer qu'on peut être à la fois non darwinien et évolutionniste, c'est-à-dire croire que nous avons un ancêtre commun partagé et à la fois croire que le chemin qui mène à nous n'est pas un chemin de lutte pour la vie, etc. Et donc ça, c'est pour les personnalités scientifiques. Il y en a d'autres. Il y aura des Marocains qui ont découvert justement les plus anciens fossiles du Maroc. Il y aura toute une série de scientifiques sur les thèmes donc de l'univers et du vivant. Et par rapport à d'autres colloques que j'ai fait l'année dernière à Ben Guérir et comme celui dont vous mentionnez à Paris, là effectivement on traite de la conscience avec d'autres scientifiques. Donc effectivement c'est toujours ces grands domaines que je disais, physique quantique, étude de la conscience, étude de la vie, étude de l'univers, autour desquels tournent justement ces interrogations fondamentales où science et spiritualité, religion et tradition se retrouvent. Alors, c'est un colloque sur 2 jours, et de ce point de vue, Oui, absolument, à Ben à Guérir. quoi ça ressemble pour ceux Eh effectivement que bien, ça le intéresse? vendredi, nous traitons donc l'univers et la vie, et puis nous avons aussi une table ronde sur les Un questions jour particulier, le vendredi. philosophiques, voilà, avec Monsieur Ahmed Abadi, qui est le secrétaire général de la Ligue Mohammedia des Oulémas. Donc, vous voyez que la question religieuse sera aussi traitée avec quelqu'un de haut niveau comme lui. Et puis, le lendemain, nous allons traiter avec des tables rondes avec, par exemple, Najat Vallaud-Belkacem, avec Noureddin Bouteyeb, un ancien ministre, un vice-ministre de l'Intérieur ici, qui a fait des choses remarquables avec une fondation pour le périscolaire au Maroc. Nous allons traiter les questions de société. Comment donner du sens à l'évolution de la société, alors que beaucoup de gens aujourd'hui se méfient de l'action publique. Mais Donc, bien comment entendu. donner du sens à l'action publique. Et après, nous allons faire une table ronde sur comment donner du sens à l'homme et à la femme dans l'entreprise, avec un certain nombre de chefs d'entreprise marocains qui ont je dirais, des capacités, des expériences particulières. Oui, c'est une question qui n'est pas nécessairement des plus traitées dans le parcours scolaire ou académique, parce que on forme des personnes à des compétences, et on les forme
pour qu'elles occupent des places là où elles seront amenées à se Tout trouver. à fait. Et il est important d'essayer de faire en sorte de se trouver au bon endroit. Alors 11h30, c'est l'heure des actualités, on l'avait annoncé, il est de retour. C'est Karim Dronet qui nous rejoint pour nous présenter le flash d'information. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission des experts, qui se poursuit encore une trentaine de minutes. Et si vous avez des prises de parole, des avis, des questions, n'hésitez pas à les faire entendre toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts avec notre invité Jean Stone. Et nous nous intéressons au colloque qui se tiendra le 6 et 7 février, intitulé Science et quête de sens. Alors, sur la quête de sens, si j'entends bien, d'après la programmation qu'on a pu, essayer d'entendre il y a de cela quelques instants, ce sont aussi des problématiques de société où la place de l'homme est interrogée, Jean Stone. Oui, en fait, l'idée de notre centre Sciences et Quêtes de Sens à l'Africa Business School, donc de l'UM6P, c'est de traiter des questions transversales, justement. Et donc, par exemple, l'année dernière, on a pris l'action de la conscience, mais on a aussi dit qu'est-ce que c'est qu'une entreprise consciente, qu'est-ce que c'est qu'un capitalisme conscient, car ça existe. Et il y a des mouvements qu'on appelle le conscious capitalisme. Et donc là, on parle de l'évolution. Oui. L'évolution a-t-elle un sens? Oui. Mais est-ce que l'évolution de la société, est-ce qu'on peut y trouver un sens? Est-ce que l'évolution de l'homme et de la femme dans l'entreprise, on peut y trouver un sens? Donc oui, on va traiter la question de l'évolution, donc le vendredi de l'univers et de la vie de façon scientifique, et le samedi matin de façon plus sociétale et entrepreneuriale. Et c'est ça, je pense, une des originalités de ce colloque, c'est justement cette transversalité-là qui va nous amener du Big Bang à l'entreprise en passant par l'éducation. Alors, disons, à notre échelle, et puis à l'échelle de la société, le sens, on voudrait toujours qu'il nous élève. Et dans l'entreprise, la question au-delà de la survie, c'est de savoir ou d'essayer d'entrevoir dans quelle mesure, effectivement, cette organisation peut élever les hommes qui en font partie. Jean Stone. Oui, par exemple, il y aura un Marocain qui s'appelle Mehdi Berada qui a fait une expérience assez connue en France de la biscuiterie Poult, dans lequel on a développé l'intelligence collective en supprimant justement les hiérarchies intermédiaires pour responsabiliser chaque salarié de base. Et il y a un petit film, je projeterai peut-être, qui s'appelle Le bonheur au travail. On voit une ouvrière de Poult qui dit à quel point elle s'éclate dans son job maintenant et qu'elle est heureuse, alors qu'avant elle était plutôt quelqu'un qui était dans une idée que voilà, tu as établi les tâches qu'on te donne à faire et tu la discutes pas. Donc l'empowerment, le donner de l'énergie à l'échelle la plus basse, et aussi de la responsabilité, parce qu'attention, une grande autonomie va avec une grande responsabilité. Cette idée du bonheur au travail, qui est assez rare, je reconnais, mais un certain nombre d'entreprises essaient de l'implémenter. Donc je vais parler de ce Mehdi Berada qui sera avec nous, et aussi un autre Mehdi Baraoui, qui dirige Ecolis, entre autres les restaurants Pôle, et au Maroc, et qui a aussi vraiment, qui est un chef d'entreprise que je connais bien et qui a une grande dimension aussi spirituelle, si vous voulez, et qui essaie justement de donner dans l'activité de l'entreprise autre chose que juste de faire du fric. Oui. Donc on aura des chefs d'entreprise comme ça et d'autres encore qui vont venir parler, même si je reconnais qu'il faut pas, on peut pas être bisounours, c'est que le monde de l'entreprise a ses contraintes, et vous les connaissez mieux que moi, et contraintes financières et d'autres. Mais il est faux de penser qu'il n'y a pas parmi les chefs d'entreprise des gens qui essaient réellement de faire progresser leurs salariés, de leur donner au moins une formation du pouvoir, comme je disais, de l'autonomie pour les faire un peu fleurir. Voilà. Oui, il n'est jamais, comment dire, il est difficile d'avoir un regard péjoratif sur cette volonté-là. Après, effectivement, dans le premier tiers que nous évoquions tout à l'heure, les enjeux du vivant, il y a parfois la survie, la possession, la domination, la volonté d'être reconnu. Et depuis l'enfance, dans l'école et par la suite dans la vie, il y a la comparaison, il y a la compétition, il y a la sanction, et puis il y a la récompense. Ce sont des modalités, entre guillemets, qu'on a d'encourager des chemins et de décourager d'autres. Dans l'entreprise que vous disiez, la place du bonheur ou la volonté qu'on pourrait avoir, entre guillemets, de faire une place à la spiritualité, c'est quelque chose qu'il est difficile d'incarner, sauf si la volonté est, disons, quelque part ancrée dans le cœur de celui qui a entrepris en premier.
Alors, on va prendre des exemples, si vous voulez, non marocains pour ne pas faire de polémique, parce que tout le monde peut dire Oui, que chaque entreprise a un défaut, même s'il y a des qualités. Mais je pense que les glaces Ben et Jerry, pendant longtemps, parce que maintenant les fondateurs, oui, Ben Cohen et Jerry Greenfield ont pris leur retraite, mais les glaces Ben et Jerry ont pendant longtemps réussi à être parmi les numéros un mondiaux des glaces et avoir des démarches éthiques très fortes. Par exemple, de prendre des cookies faits par d'anciens prisonniers politiques plutôt que des cookies faits par une grande société qui aurait été moins chère, utiliser des fèves de la forêt amazonienne pour permettre de donner une activité à des Indiens dans la forêt et surtout préserver des arbres sur pied en valorisant les fèves de ces arbres pour faire une glace, la Rainforest Crunch par exemple. Voyez-vous, acheter le café à des commerces équitables mexicains, des petites coopératives mexicaines, etc., etc. Donc, il est, comme je disais en plaisantant, les glaces Ben Jerry sont des glaces à l'éthique. oui. Donc, vous avez de l'éthique dans ces glaces-là, voilà, parce qu'elles ont quelque chose de différent. Les vêtements Patagonia, par exemple, Patagonia se posait une question, comment je peux limiter ma croissance? Parce que si j'ai une croissance trop importante, je vais perdre l'ADN de mon entreprise, qui est de faire des vêtements de Oui. qualité, évidemment chers, mais des vêtements aussi avec du coton biologique, une éthique, etc. Vous voyez, il y a plein d'entreprises qui ont réussi dans les années 90-2000. Maintenant, le problème, après, c'est le problème de la transmission de ce genre d'entreprise, mais des entreprises qui ont réussi à avoir une vraie dimension éthique, qui ne soit pas simplement du marketing ou du greenwashing. Il y en a eu, j'en ai étudié, c'est possible. Maintenant, c'est une minorité et ça rend aussi, comme je dis, le problème de la transmission difficile parce que quand le fondateur s'en va, meurt ou prend sa retraite, l'esprit de l'entreprise peut être souvent galvaudé. Mais voilà, il ne faut pas être négatif, ça peut exister. Mais c'est une possibilité qui peut exister, mais cela dit, pour impulser une direction, encore faut-il être connecté au sens, c'est-à-dire avoir une boussole ou une sensibilité pour autre chose que la survie, Absolument, la pérennité, absolument. la volonté de croître, Jean Stone. Et, C'est exactement et- et- ça. Exactement ça. mais cette sensibilité-là, quels sont les chemins qui nous y mènent? Est-ce qu'on est dans le juste lorsqu'on essaie de s'y connecter? Comment s'établit cette Je connexion? crois que ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, une de vos questions sur le sens de la vie. Quel est le sens de la vie? Qu'est-ce qu'on doit faire de son temps libre? Ah oui, Et bien justement, que faire? je crois qu'on est C'est dans un film célèbre, oui. fondamentalement là Mm. pour comprendre que la vie, c'est pas uniquement ce que vous avez cité tout à l'heure, c'est-à-dire le pouvoir, la possession, la reconnaissance, la domination. Il y a un très beau film là-dessus, qui est un film spirituel, qui se veut en dehors des religions, mais qui s'est joué uniquement avec des goélands. Je le donne souvent comme les goélands parlent, enfin, et des voix Ouais. humaines bien sûr dessus. Mais il n'y a que des acteurs goélands dans le film. Ça s'appelle Ouais. Jonathan Livingstone le goéland. Vous l'avez peut-être vu. C'est un film très. Non. Il est avant votre naissance. C'est un film de 1973. Donc, mais ce film-là, celui qui a inspiré beaucoup de gens, raconte l'histoire de l'élévation spirituelle, tout ce que nous discutons là, avec des goélands. Et en fait, c'est très simple. Il y a un goéland qui veut voler plus vite, plus haut, plus fort que les autres. C'est son côté nietzschéen, vous savez, comme les Jeux Olympiques. Oui, la volonté de Plus, puissance. plus vite, plus haut, plus fort, voilà. Ouais. Et donc, il commence par ça. Et après, quand il meurt et qu'il arrive dans l'autre monde, il Mm. rencontre un maître qui lui dit, mais tu veux voler plus vite, mais quelle est la vitesse parfaite? 1 million de kilomètres heure, c'est une limite. La vitesse de la lumière, c'est une limite. Toutes les limites. Et finalement, il découvre la voie de l'amour. Et il découvre qu'il y a quelque chose d'autre au-delà du nietzschéisme, de la volonté de puissance, c'est l'amour. Et je vous raconte pas la suite, mais si vous voulez, c'est un film qui est vraiment là pour expliquer c'est quoi le sens de la vie, c'est de découvrir pour moi justement que le goéland dit lui-même, nous ne sommes pas faits pour lutter pour de misérables têtes de poisson et pour le pouvoir au sein du clan. Et effectivement, c'est exactement ce que traduit à l'être humain, c'est exactement ce que vous avez dit tout à l'heure. Et traduit en goéland, c'est on n'est pas là que pour, il parle de tête de poisson, parce que là on mange du poisson et le pouvoir, mais c'est exactement ça ce que vous avez dit tout à l'heure. Il faut, je pense, dans la vie, et c'est une chose essentielle, comprendre que on n'est pas là pour accumuler des biens matériels et du pouvoir qui de toute façon vont disparaître après notre mort. Mais est-ce que c'est une intelligibilité qui peut nous mener sur cette voie ou est-ce que c'est une sensibilité, Jean Stone? Non, je pense que c'est une sensibilité, mais cette sensibilité peut être accompagnée par l'intelligibilité du monde autour de nous. C'est là où la science et ses quêtes de sens jouent, c'est-à-dire que c'est là où on se dit, mais finalement, c'est le pari de Pascal en fait. Pascal disait, voilà, on en revient à Pascal qui Ah, disait, bah, écoutez,
si le monde a un sens, Mm. il vaut mieux, dans ce cas-là, avoir une vie et chercher une vie bonne et correcte que faire n'importe quoi. Parce que, attention, si le monde a un sens, vous pourriez souffrir d'être un sale type. En gros, c'est Oh, ça non, le pari pascal. oui. Mais c'est par intérêt, c'est par calcul. Oui, alors effectivement, c'est par calcul, mais Oui. l'idée générale, c'est que nous, la science peut nous donner une crédibilité, en quelque sorte, à ce calcul. Maintenant, ça n'empêche pas qu'évidemment, ce serait mieux de le faire, je dirais, par conviction. Bah, Ce serait mieux. ce Je sera suis d'accord. une petite conclusion avant d'entreprendre la fin de l'émission. Nous allons profiter dans quelques instants de la respiration musicale. Et nous reprenons la suite et fin de notre émission des experts ce matin. Alors, science et quête de sens. On s'interroge sur la quête de sens, bien entendu, dans les sciences. On peut s'interroger également à ces questions-là dans l'entreprise, dans la société, la place qu'occupe la société dans nos vies. Ce sont les institutions qu'elle instaure ou comme des passages obligés. Je pense spécifiquement à l'école, à l'université, et de ce point de vue, ces connaissances sont quelquefois laissées en dehors de ces institutions, Mhm. Jean Stone. Oui, bien sûr, c'est-à-dire que, bon, encore une fois, nous avons une vision qui est, je disais, très fragmentée dans la modernité entre ce qui est d'un côté la science, la poésie, l'art, la spiritualité. Et donc, c'est pour ça que je suis très heureux d'avoir pu, grâce à l'UM6P, créer un centre transversal sciences et quête de sens au Maroc, ce qui n'est pas évident, comme je le disais, par exemple, de faire ça en France, en tout cas pas aux universités d'État. Et donc ça me paraît quelque chose de très positif. Oui. Maintenant, quand vous parlez d'éducation, je parlais de Noureddine Bouteyeb qui a fait passer de 300 à 25 000 le nombre de classes en périscolaire au Maroc. En 8 ans, c'est quelque chose d'hallucinant. Il va témoigner samedi matin à Ben Guérir de cela, voyez-vous. Oui. Mais la Donc, connaissance on a donne des le goût de solutions. l'expansion. On a des Oui. solutions on peut faire des fois des choses, voyez. Ouais, On peut, Oui. on est toujours rendu à essayer de faire de son mieux. L'exemple, par exemple, de l'université, derrière l'université Mohamed VI Polytechnique, il y a d'autres initiatives comme les écoles de codage, ce qu'on appelle la 1337, Oui. inspirée de l'école 42 française de Xavier Niel, où il n'y a ni professeur, ni programme, ni diplôme, mais les profs deviennent des coachs. Il y a le lycée d'excellence de Ben Guérir, qui est au lycée Mohamed VI de Ben Guérir, envoie maintenant plus de Marocains à Polytechnique que tout le reste du pays. Oui, il y a des grains de sable qui peuvent changer les choses, et c'est ça qui est positif. Par exemple, dans des systèmes comme l'éducation, en France et comme au Maroc, ce sont des systèmes assez, on va dire, assez longs à changer. Ils sont Et des vous les grands connaissez paquebots. bien. Oui, évidemment. Donc, j'ai écrit sur la réforme de l'éducation dans mon livre La Grande Mutation. Et donc, c'est pour ça que je vois qu'en France comme au Maroc, il peut y avoir des initiatives intéressantes. Et c'est pour ça que je disais que, entre autres, le centre Sciences et Quête de Sens et notre prochain colloque, donc l'évolution de l'univers et de la vie, à Ben Guérir le vendredi, samedi prochain, s'inscrivent justement dans cette démarche globale de transcender la parcisation du savoir, les frontières de la connaissance, pour essayer de retrouver une vision unifiée, une vision apaisée qui fera nous des hommes modernes, qui ne soient pas schizophrènes, qui peuvent marcher sur les deux jambes, que sont d'un côté la transcendance, parce qu'un monde sans transcendance est un monde triste, et la raison, parce qu'un monde sans raison est un monde, et on le voit, qui peut aussi engendrer des monstres. Donc marcher sur nos deux jambes, Ah oui. la jambe de la transcendance et la jambe de la raison, je pense que c'est un objectif important pour un être humain, je dirais, complet et apaisé pour le 21e siècle. Et c'est ce que nous essayons de favoriser en France comme au Maroc, Bruno Abdallah Guilderdoni et moi, avec notre centre Sciences et Quête de Sens. Ah oui, certains le disaient il y a de cela quelques siècles, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Rabelais, effectivement, disait ça. Oui, mais un dernier mot pour terminer notre émission du jour. Alors, dans ce dernier ouvrage, vous dites que l'extraordinaire va devenir notre ordinaire, l'intelligence artificielle. Oui, bien sûr. Bah, ça, il faudrait que je revienne pour une autre émission, cher monsieur, oui. parce que là, en une minute, c'est pas possible. Mais l'idée Absolument. générale, c'est que nous sommes dans un changement de civilisation, avec déjà l'Internet, les réseaux sociaux qui sont là depuis 20 à 25 ans, et maintenant l'intelligence artificielle. Il est clair, si vous voulez, que le monde de demain va être aussi incroyablement différent du monde de hier, que le monde où nous sommes aujourd'hui est différent d'un monde avant l'invention de l'électricité, de la voiture, du train, de l'avion, etc. La science a voilà. d'excellents arguments. Imaginez
imaginez ce aujourd'hui. que c'était que de vivre dans Oui. un monde sans électricité, sans médicaments, sans train, sans... Ah oui, on a Eh du ben, mal à imaginer voilà, un monde aujourd'hui, sans eau chaude on a mal aujourd'hui. imaginé tout ça. Eh bien, c'était il y a un siècle et demi, Mm. et c'est encore le cas dans certaines parties du monde. Oui. Donc, imaginez ce que ça va être le monde de l'AI, le monde des réseaux sociaux, etc. Ben, ça va être. C'est pour ça que je dis qu'on va vivre dans un monde extraordinaire parce que nous sommes à l'aube d'une nouvelle civilisation. C'est à la fois inquiétant et enthousiasmant. Oui, nous sommes à l'aube aussi du commencement d'une autre tranche. Alors, on arrive au terme de notre émission. Je vous remercie, Jean Stone, Merci de de m'avoir nous avoir reçu. accompagnés de 10h à midi. On se retrouve demain pour d'autres thématiques des experts. Les informations nous seront présentées dans un journal d'actualité en langue arabe. Les experts sont sur Atlantique. Jusqu'à midi.